Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire avec Madézy. Voici la deuxième partie de l'histoire précédente. Consultez le lien dans la section des commentaires pour la première partie. Voici le résumé de la première partie. Après avoir été prise pour une domestique et giflée par la maîtresse de son mari, Darlene reprend doucement sa dignité et son pouvoir. Elle expulse Rick et Ashley de sa maison, révélant qu'elle possède légalement tout. La carrière d'Ashley s'effondre tandis que Rick sombre dans le regret. Avec le temps, il commence à changer, suit une thérapie, fait du bénévolat et écrit ses réflexions. Darlene guérit grâce à l'art et à l'amour-propre, observant la transformation de Rick à distance. Ashley implore le pardon, mais est laissée pour compte. Finalement, Darlene et Rick renouent lentement, sur la base de la vérité et de l'humilité. L'histoire se termine par un mariage discret, non pas de vengeance, mais de restauration méritée et de grâce. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un « j'aime », cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le jardin de Darlene et Rick brillait de la douce lueur des guirlandes lumineuses et des bougies vacillantes. Une musique douce jouait en fond sonore tandis que la famille proche et les amis remplissaient l'espace de chaleur et de rire. Sarah se déplaçait entre les invités, s'assurant que les assiettes étaient pleines et les verres remplis. Darlene, vêtue d'une robe portefeuille brodée d'or, se déplaçait avec grâce entre les conversations, son sourire sans effort, façonné par la paix, non par la comédie. Rick se tenait à côté d'elle, plus réservé mais profondément présent. Sa façon de la regarder n'exprimait pas la possession, mais une gratitude silencieuse. Cela faisait un an complet depuis leur mariage, une année sans gros titres, sans chagrin d'amour ni scandale. Pour une fois, la paix n'était pas venue comme une interruption, mais comme un rythme qu'ils avaient appris à protéger. Alors que les invités portaient un toast à leur force et à leur résilience, Darlene se pencha vers Rick et murmura « Merci d'avoir choisi de grandir ». En y restant fidèle, il sourit doucement « Merci de m'avoir choisi alors que tu n'y étais pas obligé ». Leurs mains se frôlèrent, rien de dramatique, juste deux âmes qui s'étaient battues pour ce doux moment. Même Sean, qui s'était autrefois interposé entre eux pendant les ennuis juridiques, riait maintenant de bon cœur à une table voisine. Mais juste au moment où le dernier toast était porté, le portail grinça en s'ouvrant. Les têtes se tournèrent. La musique s'estompa derrière une vague de murmures. Se tenant là, audacieuse, non invitée, se trouvait Ashley. La foule se tut. Même le vent sembla s'arrêter. Le souffle de Rick se coupa. Le sourire de Darlene s'effaça lentement alors que leurs regards se croisaient. Elle n'avait pas besoin de mots pour reconnaître la tempête dans le regard d'Ashley. La grâce avait régné pendant un an, mais le passé était revenu, enveloppé de tromperies. Ashley franchit le portail sans y être invitée, vêtue d'une robe fourreau rouge vif qui contrastait avec le nourrisson qu'elle tenait, enveloppé de bleu, à peine âgé de 2 mois. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui cherchait une scène, pas des retrouvailles. Ses yeux se fixèrent sur Rick et Darlene, debout au centre du jardin. « Félicitations pour votre première année », annonça Ashley, la voix ferme mais teintée de malice. « Il semble que ce soit le moment idéal pour vous présenter votre fils. » Un hoquet de surprise collective parcourut l'assemblée. Rick se raidit. La main de Darlene glissa de la sienne. Des murmures se propagèrent tandis que les yeux allaient du bébé à Rick. Ashley tendit légèrement l'enfant, comme une offrande et une menace à la fois. Voici Caden. C'est le fils de Rick. Vous devriez peut-être le prendre. Commencez à rattraper le temps perdu. Darlene cligna des yeux une fois, son visage un masque élégant cachant la guerre qui faisait rage à l'intérieur. Sa gorge se serra, mais elle refusa de craquer. Ce n'est pas le lieu, dit-elle doucement, mais sa voix portait une certaine puissance. Rick s'avança, les mains légèrement levées. « Ashley, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, sa voix basse et tendue. « C'est insensé. » Ashley sourit, un sourire venimeux mais mielleux. « Tu crois que je viendrais ici si je n'étais pas sûr ? Tu es le père, et je suis venu encaisser. » Elle jeta un coup d'œil à Darlene. « Tu lui as pardonné une fois. Voyons ce qui se passe quand le pardon est livré avec des couches. » Darlene ne répondit pas. Elle se retourna simplement et retourna dans la maison, la colonne vertébrale raide de dignité. Les invités s'écartèrent sur son passage. Sarah la suivit de près. Rick resta figé, regardant le bébé. « Ashley,
le feu menaçant de consumer tout ce qu'il avait passé un an à reconstruire. Ashley, enhardi par le silence choqué qui l'entourait, suivit Darlene vers la maison. « Tu vas encore t'enfuir, Darlene ? C'est ton truc, n'est-ce pas ?» Les sortit en silence, se moqua TL, la voix haute. Les invités commencèrent à chuchoter, mais personne n'intervint. Darlene s'arrêta à mi-chemin des escaliers et se retourna lentement, le visage impénétrable. Ashley combla l'écart entre elles, sa voix aiguë maintenant, accusatrice. « Tu as toujours cru que tu valais mieux. Retirons cette grâce et voyons qui reste en dessous. » Puis, d'un mouvement rapide, Ashley leva à nouveau la main, cette fois non par ignorance, mais par arrogance. Mais avant que sa paume ne puisse toucher la peau, la main de Darlene se leva avec précision et l'attrapa en plein vol. Des halètements résonnèrent. Ashley se figea, son bras suspendu par la force d'une autre. Avec un contrôle tranquille, Darlene regarda Ashley droit dans les yeux et dit « Tu m'as giflé une fois quand tu pensais que j'étais inférieur à toi. Celle-ci est pour la femme que tu as essayé d'effacer. » Et puis, avec une assurance aiguisée par la justice, elle gifla Ashley en retour, le son net et définitif. Ashley chancela légèrement, une main couvrant maintenant sa joue, plus choquée par le renversement de situation que par la force. Darlene ne cria pas, elle ne jura pas. Elle se retourna simplement et entra à l'intérieur, laissant la porte grande ouverte derrière elle. Sarah se tenait à proximité, les bras croisés, hochant lentement la tête. Rick regardait la scène, la mâchoire tendue, le bébé toujours dans les bras d'Ashley. Un nouveau silence remplit l'espace, non pas le silence stupéfait de l'incrédulité, mais la pause haletante après qu'un transfert de pouvoir a eu lieu. La foule ne parlait pas, personne ne bougeait. La femme qui avait été giflée et réduite au silence venait de répondre avec dignité, non par vengeance. Les invités étaient partis depuis longtemps, les lanternes étaient toujours accrochées, mais la musique s'était arrêtée. À l'intérieur de leur maison, Rick était assis dans le salon faiblement éclairé, les coudes sur les genoux, les mains fermement jointes. L'air semblait épais. Darlene n'avait pas dit un mot depuis qu'elle était montée. Il ne la suivit pas, il ne savait pas s'il en avait le droit. L'affirmation d'Ashley tournait en boucle dans son esprit comme un métronome. Et si c'était vrai? Il regarda autour de lui la pièce qu'ils avaient construite ensemble, les œuvres d'art encadrées au mur, l'odeur de lavande du diffuseur de Darlene, les coussins qu'elle avait choisis. Tout cela pulsait de sa présence, et il se noyait sous le poids de la possibilité de tout détruire à nouveau. À l'étage, Darlene se tenait devant leur miroir, toujours entièrement vêtue, la main posée sur le bord de la coiffeuse. Elle fixait son reflet, non pas avec des larmes, mais avec une clarté amère. Du couloir, elle pouvait entendre les pas de Rick, puis le silence, puis à nouveau des pas. Il finit par frapper. « Je peux te parler ?» demanda-t-il, la voix basse. Elle ne répondit pas. Il parla à travers la porte, ses mots bruts. « Je ne savais pas, Darlene, je le jure. Mais je découvrirai la vérité, même si cela doit me coûter tout. » Elle ferma les yeux, elle le croyait. Ce n'était pas ça le problème. La confiance ne consistait pas à savoir s'il mentait, mais si le passé était vraiment terminé. Elle ne dit qu'une chose en retour. Alors commence par 3 hôpitaux. Pas un seul. Si c'est la vérité, elle ferait mieux de raisonner partout. Rick appuya son front contre la porte et expira. L'effondrement avait commencé, non pas avec des cris ou des accusations, mais dans le silence entre le chagrin et la preuve. Rick se tenait devant un centre de diagnostic privé à 2 villes de là, le vent tirant sur le col de son manteau. Il s'était déjà rendu au premier hôpital tôt ce matin-là, son sang prélevé sous la surveillance de Sean, qui avait insisté pour être présent par souci de responsabilité. Cette fois, avait dit Sean calmement, nous aurons la vérité, rien de moins. Maintenant, au deuxième endroit, Rick entra, serrant une enveloppe scellée avec l'échantillon du bébé, soigneusement recueilli sur ordonnance du tribunal. Le personnel le reconnut, mais personne ne fit de commentaire. Son visage était redevenu familier, mais pas pour les raisons qu'il souhaitait. Alors que le technicien traitait ces informations, la mâchoire de Rick se serra. Chaque signature, chaque numéro d'identification, il les vérifiait tous. « Combien de temps ?» demanda-t-il. « 7 à 10 jours, répondit-il. Il hocha la tête, le cœur battant. De retour à la maison, le silence était caverneux. Darlene était partie, séjournant chez Sarah pour le moment, mais son absence était plus bruyante que des mots.
Rick s'assit sur le bord de leur lit cette nuit-là, tenant l'échographie qu'ils avaient gardée d'il y a des mois. Pas celle d'un bébé, mais celle de la paix. Tu as dit que si c'était la vérité, elle devait résonner partout, murmura-t-il. Alors je vais tester les murs, tous. Le 3e hôpital prit l'échantillon le lendemain matin. Sean appela ce soir-là, nous aurons les résultats dans 10 jours. Et puis ils attendirent. Le 11e jour, 3 enveloppes arrivèrent. Rick ouvrit la première avec des doigts tremblants. Positif. La deuxième, positif. La troisième, correspondance confirmée. Ses genoux fléchirent légèrement. Il regarda les résultats, puis s'assit lentement. Comment quelque chose peut-il sembler faux et juste en même temps, murmura-t-il pour lui-même. Darlene revint chercher des vêtements cet après-midi-là. Elle n'eut pas besoin de demander, elle le vit sur son visage. C'est vrai, dit-elle, la voix égale. Rick hocha la tête. Tous les trois. Elle prit une profonde inspiration et murmura, alors je ne peux pas rester, pas maintenant. Et juste comme ça, l'espace entre eux s'élargit à nouveau. La maison était étrangement silencieuse le matin où Darlene partit. Le seul bruit était le doux cliquetis des roulettes de sa valise frôlant le sol alors qu'elle passait une dernière fois devant le salon. Sur le comptoir de la cuisine, elle posa une seule enveloppe. Non scellée, non cachée, juste là, attendant d'être trouvée. À l'intérieur, son écriture coulait sur une simple page. Je t'ai aimé une fois à travers la douleur. Je ne le referai pas à travers la tromperie. Quelle que soit la vérité que cet enfant apporte, je n'ai plus d'espace pour un traumatisme déguisé en responsabilité. Aime-moi assez pour me laisser partir sans culpabilité. Rick la trouva 1 heure plus tard. Il s'assit sur le tabouret de la cuisine, la relisant encore et encore jusqu'à ce que les mots se brouillent. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas blâmé, mais la blessure qu'elle laissait était précise, une coupure nette là où une cicatrice venait à peine de guérir. Rick plia la lettre avec des mains tremblantes et la plaça dans son portefeuille. Ses yeux brûlaient, mais il refusa de pleurer, non pas parce qu'il n'était pas brisé, mais parce que sa force lui avait appris à s'asseoir avec la souffrance. Il regarda par la fenêtre, observant le jardin qu'elle avait entretenu fleurir sous la douce lumière du soleil. Ça ne peut pas être ça, murmura-t-il, mais le vide autour de lui n'offrait aucune réponse. Sean passa plus tard cet après-midi-là et trouva Rick toujours au même endroit. Elle a dit quelque chose avant de partir, demanda-t-il. Rick lui tendit la lettre. Sean la lut lentement, puis expira. Alors on va creuser, dit-il, parce que quelque chose cloche là-dedans. Rick leva les yeux. Tu penses que le test? 3 résultats ne me font pas peur, dit fermement Sean, mais une femme comme Darlene qui s'en va si tranquillement, ça me fait assez peur pour poser de meilleures questions. Rick se leva. Alors posons-les. Le chagrin ne disparut pas, mais il n'était plus seul. Le doute s'y était joint, un allié inattendu ayant le pouvoir de tout défaire. Sarah ajusta ses lunettes et glissa sa carte d'identité à l'avant de son sac alors qu'elle entrait au Riverview Medical Center sous le pseudonyme d'une auditrice légale. Elle avait travaillé suffisamment longtemps dans l'administration pour savoir à quoi ressemblaient les incohérences. Et aujourd'hui, elle n'était pas là en tant que belle-sœur de Darlene. Elle était là en tant que femme qui refusait de voir sa sœur souffrir 2 fois. Elle demanda l'accès aux journaux de traitement du personnel liés au cas de paternité de Rick et s'assit dans une salle d'attente avec son bloc-notes ouvert, parcourant les horodatages et les pistes de connexion. Quelque chose sauta aux yeux presque immédiatement, des fichiers consultés sous 2 noms, mais à quelques secondes d'intervalle depuis 2 terminaux distincts. C'est étrange, murmura-t-elle. L'une des connexions appartenait à un technicien qui n'était pas prévu à ce poste. Sarah se renversa sur son siège, les yeux plissés. Plus tard dans la soirée, elle trouva Rick faisant les 100 pas sur le porche et lui tendit une page d'incohérence surlignée. « Je ne suis pas médecin, dit-elle, mais tu fais confiance au papier. Moi, je fais confiance à mon instinct. Quelque chose cloche. » Rick parcourut la feuille, son front se plissant davantage à chaque marque surlignée. Cette personne a accédé aux données 2 fois et n'était même pas de service. Sarah hocha la tête. Ça pourrait ne rien signifier, ou ça pourrait tout signifier. Rick n'hésita pas, tirons tout ça au clair. Faisons appel à un tiers. Si Ashley a falsifié ça, nous découvrirons comment. Sarah posa une main sur son épaule. Tu ne fais pas ça pour prouver que tu es innocent. Tu le fais pour prouver que Darlene avait raison de partir, et peut-être qu'elle reviendra.
La gorge de Rick se serra. Peu importe ce que ça coûte. Je veux la vérité cette fois, pas celle qu'on me donne, mais celle qu'on a méritée. Et pour la première fois depuis des jours, il sentit une lueur de quelque chose au-delà de la honte. Un but. L'analyste tiers que Darlene contacta était un homme plus âgé nommé Monsieur O'Dwall, un spécialiste en documents forensiques qui travaillait en privé et discrètement. Son bureau était niché au-dessus d'une librairie tranquille du centre-ville, tapissée de vieux dossiers et de certifications décolorées au mur. Darlene s'assit en face de lui tendant les dossiers scellés qu'elle avait demandés aux 3 hôpitaux. Elle le regarda examiner les documents avec une loupe, ses doigts se déplaçant avec une précision constante. « Vous n'êtes pas ici par curiosité », dit-il sans lever les yeux. « Vous êtes ici pour une confirmation. » Darlene hocha la tête. « Je ne veux pas de la version de la vérité qu'on m'a donnée. Je veux celle qui ne peut pas être ébranlée. » Après 30 minutes, il montra un formulaire numérisé. « Cette signature a été copiée, dit-il. Elle a été clonée numériquement à partir d'un formulaire de consentement médical précédent. Quiconque a falsifié cela ne s'attendait pas à un examen approfondi. » Elle se pencha en avant. « Donc vous dites que Rick ne l'a pas signé ?» O'Dwall hocha la tête. C'était quelqu'un qui utilisait son identité, probablement quelqu'un qui avait accès aux fichiers archivés. Ce n'est pas difficile si vous êtes à l'intérieur. Le cœur de Darlene battait la chamade. Et les numéros de laboratoire? Il ajusta ses lunettes. 2 d'entre eux mènent à des techniciens qui n'étaient pas de service ce jour-là. Je vous donnerai un rapport complet d'ici demain matin. Alors qu'elle quittait le bâtiment, le vent était plus frais, plus vif, comme si le brouillard se levait. Elle serra son manteau plus fort, non pas à cause du froid, mais à cause de la rage et de la clarté. Ce soir-là, elle appela Sean et Rick. Elle posa les impressions sur la table et pointa du doigt. Rick n'a jamais consenti. Ces signatures sont fabriquées. Rick déglutit difficilement, regardant son faux nom, sur un papier qui lui avait presque coûté à nouveau toute sa vie. Ashley a fait ça, murmura-t-il. Darlene le regarda fixement. Maintenant, il est temps d'arrêter d'attendre que ces mensonges viennent à nous et de commencer à les traquer. Le lendemain, Darlene et Sean suivirent le nom du rapport de Monsieur O'Dwall, l'un des techniciens hors service, un homme nommé Bio, qui avait depuis démissionné de Riverview Medical. Ils le retrouvèrent dans un café tranquille à la périphérie de la ville où il travaillait maintenant à temps partiel. Il ne les reconnut pas immédiatement, ce qui joua en leur faveur. Ils commandèrent du thé et s'assirent à une table d'angle. Quand il vint les servir, Sean glissa un petit enregistreur sur la table et demanda calmement, « Qu'est-ce qu'Ashley vous a promis en échange de la falsification de ses signatures ?» Bio se figea au milieu du service, la bouilloire tremblant dans sa main. « Je... » « Quoi ?» balbutia-t-il. La voix de Darlene était calme mais directe. « Nous avons déjà l'analyse forensique. Vous pouvez nous mentir, mais pas aux enquêteurs, nous irons les voir aussi. » Bio s'assit lentement, les épaules affaissées comme si le poids de la culpabilité n'attendait que de tomber. « Elle est venue me voir en pleurant, avoua-t-il, elle m'a dit qu'elle était désespérée, que le père de l'enfant était parti et qu'elle n'avait rien. Elle m'a supplié de faire croire que Rick était le père. Je ne savais pas que ça irait si loin. » Sean se pencha. « Vous avez falsifié 3 tests distincts, vous avez accédé aux identifiants de l'hôpital sur des systèmes fermés. Ce n'est pas du désespoir, c'est de la manipulation. » Bio hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'ai les conversations, les virements, je vous les enverrai. Juste, s'il vous plaît. Ne ruinez pas ma vie. » Darlene se leva. « Vous l'avez aidé à essayer de ruiner la mienne. » Sans élever la voix, elle le regarda dans les yeux. « Mais nous ne sommes pas ici par vengeance, nous sommes ici pour la vérité. » Alors qu'il partait, Bio envoya la première série de captures d'écran sur le téléphone de Sean. Darlene ne broncha pas alors qu'elles arrivaient une par une. Elle savait déjà ce qu'elle montrerait. Il était temps de l'exposer publiquement, en présence d'Ashley pour qu'elle y fasse face. 2 jours plus tard, une salle de conférence privée dans un centre de médiation neutre bourdonnait de faibles chuchotements alors que les conseillers juridiques, 2 responsables de la conformité de l'hôpital, Sean et Rick prenaient place. Ashley arriva avec un retard calculé, affichant sa confiance arrogante habituelle comme un parfum, fort, lourd et destiné à masquer quelque chose de pourri. Elle tenait son bébé et sourit en entrant. « Faisons vite, dit-elle. Je ne suis pas ici pour le drame. »
Darlene était déjà assise, calme dans un tailleur crème, les cheveux attachés en arrière avec intention. Elle ne cligna pas des yeux quand Ashley entra. Au lieu de cela, elle se pencha légèrement vers le petit enregistreur sur la table et appuya sur « Play ». La confession de Bio se répandit dans la pièce, chaque détail, chaque pot de vin, chaque mensonge confirmé dans les propres messages textes d'Ashley. Alors qu'Ashley pâlissait, Rick se renversa, les mains jointes, l'observant attentivement. « Toute cette année, tu m'as laissé croire que j'avais encore échoué, dit-il lentement. Mais ce n'était pas moi cette fois, c'était toi. Ashley essaya de parler. Tu ne comprends pas, mais Darlene se leva, la faisant taire. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Tu as essayé de recréer ta première victoire sur moi avec un bébé, mais cette fois je ne me suis pas enfui. Je t'ai traversé. Un hoquet de surprise vint de l'un des observateurs. Ashley tremblait, déplaçant le bébé sur sa hanche, soudain consciente qu'elle était en infériorité numérique, déjouée et complètement exposée. Darlene plongea la main dans son sac, en sortit une copie de la confession du technicien ADN et des relevés financiers, et les laissa tomber sur la table. Cette réunion est enregistrée, tout comme ta chute, dit-elle sèchement. Ashley cligna des yeux, la bouche légèrement ouverte, et pour la première fois, elle n'avait pas de mots. Darlene avait attrapé sa main. Maintenant, elle fermait le poing. Le monde d'Ashley commença à se fissurer au moment où les preuves furent étalées. Les responsables juridiques assis en face d'elle parcouraient les transcriptions de ses messages textes avec Bio, chaque ligne étant une confession d'intention, de manipulation et de fraude. Son sourire narquois précédent se dissolvait en un regard vide alors que le poids de sa tromperie s'abattait sur elle. « C'est exagéré, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais personne ne broncha. L'un des responsables de la conformité se pencha en avant, retirant ses lunettes. « Madame, ce n'est pas seulement une violation du protocole hospitalier, c'est une tromperie criminelle. Vous avez falsifié des preuves de paternité dans plusieurs établissements médicaux. Cet enfant est maintenant répertorié sous un faux dossier. » Ashley se tourna vers Rick, espérant trouver de la sympathie chez lui, mais le visage de Rick était de pierre, sa mâchoire verrouillée. « Sais-tu ce qu'il m'a fallu pour regagner sa confiance » demanda-t-il en montrant Darlene. « Et tu as utilisé un enfant pour tout déchirer. » Le silence qui suivit fut plus lourd que des cris. Les lèvres d'Ashley s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne suivit. Le bébé s'agita dans ses bras et commença à pleurer, doucement, presque comme s'il sentait l'effondrement de la seule personne dont il dépendait. Ashley le serra plus fort, retenant ses larmes. « J'avais peur, dit-elle enfin. J'ai tout perdu. Vous m'avez tous laissé pour morte. » Darlene pencha légèrement la tête. « Alors tu nous as enterrés à la place. » Son ton n'était pas cruel, il était clair. Les épaules d'Ashley s'affalèrent. Le médiateur principal se leva et dit fermement, « Cette session est maintenant terminée. D'autres mesures seront prises sur la base de ces preuves. » Les papiers furent rassemblés, les chaises raclèrent le sol, et Ashley resta debout, seule, embarrassée et complètement exposée. Pour la première fois depuis son entrée initiale dans leur vie, personne ne la regardait avec envie ou colère. Seulement de la pitié, et c'était en quelque sorte la coupure la plus vive de toutes. Ashley était assise sur la banquette arrière d'une voiture empruntée, tenant son fils alors que le moteur tournait au ralenti devant son appartement. Son avocat lui avait conseillé de rester à l'écart des regards du public, mais il était déjà trop tard. Ce soir-là, des vidéos et des captures d'écran de la réunion de médiation avaient fuité, juste assez pour agiter les réseaux sociaux. Une manipulatrice en série simule à nouveau une paternité, titrait un journal. En moins de 24 heures, tous les contrats de Mark qu'elle essayait silencieusement de reconstruire s'étaient évanouis. Son dernier contrat, une promotion de soins de la peau en ligne, envoya un email de résiliation avant minuit. Son compte bancaire, déjà maigre, fut gelé en raison d'une enquête pour fraude signalée. Alors qu'elle faisait défiler les commentaires haineux en ligne, ses mains tremblaient. Elle ne pouvait même pas pleurer, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que sa réputation s'était désintégrée si rapidement que ses émotions n'avaient pas encore suivi. Le lendemain matin, elle arriva au portail de Darlene, non pas avec des avocats, non pas avec arrogance, mais avec les yeux gonflés et le désespoir. Elle sonna et attendit. Quand la porte s'ouvrit, ce n'est pas Darlene qui sortit, c'était Sarah. « Elle ne veut pas te voir, dit-elle sèchement. « Mais je le veux, Ashley déglutit, je veux juste m'excuser. » Sarah s'approcha. « Non, tu veux amortir ta chute. » Ashley serra son fils plus fort.
Ils n'ont pas demandé ça, rien de tout cela n'était de sa faute. Le ton de Sarah s'adoucit légèrement. Et pourtant, tu as essayé de construire son avenir sur la ruine de quelqu'un d'autre. La voix d'Ashley se brisa. S'il te plaît, demande juste à Darlene de venir. Quelques secondes passèrent avant que Sarah ne secoue lentement la tête. Elle n'a pas besoin de tes excuses. Elle t'a déjà répondu le jour où elle a attrapé ta main. Et sur ce, elle se retourna et rentra à l'intérieur. Le portail se referma derrière elle avec un clic, définitif et impitoyable. Ashley resta là pendant plusieurs minutes, son bébé s'agitant doucement dans ses bras. Le vent soufflait, mais personne d'autre ne vint. Internet s'enflamma au cours des 48 heures suivantes. Les articles pullulèrent comme des vautours sur une charogne, chaque titre plus bruyant que le précédent. De la gloire à l'imposture, l'arnaque à la paternité d'Ashley exposée. Simule jusqu'à ce que tu sois prise, la justice la rattrape. Darlene refusa les interviews. Elle ne parla pas publiquement, ne publia pas de déclarations, ne participa pas à des débats. Elle laissa la vérité parler d'elle-même. Pendant ce temps, Rick supprima toutes les photos de sa page sauf une. Une photo de Darlene riant à côté de son standard. Pas de légende, pas de filtre, juste de la vénération. Les sections de commentaires se transformèrent en champs de bataille, mais le monde commença à changer de perception. Les gens qui s'étaient autrefois moqués de Darlene louaient maintenant sa grâce. Les femmes partageaient son histoire comme une écriture sainte. Elle ne s'est pas battue avec les poings. Elle s'est battue avec des faits. Mais à travers tout cela, Darlene resta silencieuse, concentrée uniquement sur sa guérison. Ashley, cependant, ne pouvait pas y échapper. Les propriétaires commencèrent à résilier les baux. Ses amis arrêtèrent de répondre à ses appels. Même d'anciens alliés et influenceurs des réseaux sociaux supprimèrent leur collaboration pour éviter la tâche. Elle tenta une dernière vidéo en direct, en larmes, tremblante, mais quelque chose sur son visage disait que ce n'était pas du remords, c'était du contrôle des dégâts. Les commentaires furent brutaux. Trop tard, lisait-on. Tu as été la méchante 2 fois, pas de 3e acte ici. En quelques minutes, elle mit fin à la diffusion et disparut de toutes ses plateformes. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles elle avait quitté la ville. Certains dirent qu'elle avait changé de nom. D'autres qu'elle avait emménagé chez une tante éloignée. Darlene ne demanda jamais. Elle n'avait plus besoin de savoir. Ashley n'était plus sa tempête à surveiller. Le chapitre s'était clos, non pas avec des applaudissements, mais avec un silence si absolu qu'il résonnait plus fort que le scandale ne l'avait jamais fait. Les murs du salon de Rick ne portaient plus de photos maintenant, juste de vagues contours là où les cadres avaient été accrochés. Il était assis sur le bord du canapé, tenant une enveloppe en manille. À l'intérieur se trouvaient les documents officiels qui le lavaient de tout lien de paternité, définitif, notarié et clair. Mais il ne ressemblait pas à la liberté. Il ressemblait à une preuve immatérielle de tout ce qu'il ne pouvait pas défaire. Ce soir-là, il conduisit jusqu'à la maison de Sarah et attendit tranquillement au portail. Il ne sonna pas. Il resta assis dans sa voiture, moteur éteint, phare baissé. Quand Darlene sortit 1 heure plus tard pour récupérer un colis, leurs regards se croisèrent dans l'obscurité. Il sortit, ne tenant que l'enveloppe. « J'avais besoin que tu le voies de ma part, dit-il doucement. Pas un dossier, pas un message, juste moi. » Darlene ne s'approcha pas. Elle prit l'enveloppe, l'ouvrit et parcourut les résultats en silence. Puis elle leva les yeux vers lui, non pas avec haine, mais avec épuisement. « Tu étais innocent, Rick, mais c'est quand même moi qui ai payé. » Il déglutit. « Je sais, et je ne suis pas ici pour te demander de revenir. Je suis juste ici pour dire que, même si tu ne le fais jamais, je vivrai chaque jour comme si tu pouvais le faire. Parce que cette fois, je n'ai rien mérité. Mais je serai quand même quelqu'un qui mérite qu'on revienne vers lui. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Il n'y avait aucune manipulation, aucun plaidoyer dramatique. Juste la vérité mise à nu. Darlene hocha la tête une fois, tranquillement. « Alors rentre chez toi, et vis ce que tu viens de dire. » Il hésita, puis se retourna sans la toucher, sans attendre un signe. Il n'avait pas besoin d'une seconde chance. Il avait besoin d'être meilleur, même si personne ne regardait. Les jours passèrent, mais l'air entre eux était différent maintenant, moins de tempêtes, plus de pauses. Darlene se retrouva à marcher vers le vieux jardin public qu'elle évitait autrefois,
l'endroit où elle avait décidé de tout laisser derrière elle. C'était le début de soirée, ce genre de crépuscule qui transforme les ombres en douceur. Elle s'assit sur un banc en bois face à une fontaine tranquille, le même banc où ses mains avaient autrefois tremblé d'indécision. Maintenant, elle reposait immobile sur ses genoux. Alors que l'eau coulait en arrière-plan, elle respira profondément. Elle ne décidait pas si elle devait retourner auprès de Rick. Elle observait si le temps, la croissance et la constance avaient fait de lui un homme digne de la vie qu'ils avaient autrefois essayé de construire. Sarah la rejoignit sans parler, lui tendant une tasse de thé au gingembre. Il s'est manifesté, dit-elle après un moment. Des courses, des outils de jardin, il a réparé le portail cassé. Darlene sirota lentement. Il ne m'a rien demandé, pas même le pardon. Sarah l'étudia. Et c'est exactement pourquoi tu es là, n'est-ce pas? Darlene ne répondit pas. Elle continua simplement à regarder l'eau. Un petit garçon passa en courant avec son père, riant, les mains collantes de bonbons. Le regard de Darlene s'attarda. La question n'est pas de savoir s'il me mérite, dit-elle enfin. C'est de savoir si je crois encore que ce que nous avions peut survivre à la vérité. Sarah hocha la tête. Et tu y crois? Darlene se leva lentement. Je ne sais pas encore, mais pour la première fois, j'ai envie de le découvrir. Elle ne se précipita pas chez elle. Elle marcha simplement, pas à pas, vers ce qui l'attendait. Darlene se tenait devant un modeste immeuble d'appartements dans un autre quartier de la ville, loin des histoires, des caméras et des chuchotements. Elle n'apportait ni colère, ni dossier, ni confrontation, juste une petite enveloppe contenant des copies de la confession, l'invalidation du test et une photo du bébé qu'Ashley avait utilisé. Elle avait retrouvé le vrai père, un homme nommé Gabolahan, qui lui ouvrit la porte avec confusion quand il la vit. « Je peux vous parler ?» demanda-t-elle doucement. « C'est à propos de votre fils. » Gabolahan s'écarta. À l'intérieur de son appartement, les murs étaient nus mais propres. Une bouteille était posée sur la table. Ses mains tremblaient en lisant. « Elle m'a dit qu'il était mort », murmura-t-il. « Elle a dit que je n'étais pas apte à l'élever. » La mâchoire de Darlene se serra. « Elle a dit à mon mari qu'il était le père. Elle a détruit plus que vous ne le savez. » Il s'assit lourdement, l'émotion montant dans sa gorge. « Il est vivant ?» Darlene hocha la tête. « Il est magnifique. Et il mérite de savoir d'où il vient. » Elle posa la photo sur la table et se leva. « Je ne suis pas venu pour vous faire honte. Je suis venu remettre la vérité à sa place. » Gabolahan attrapa la photo avec des doigts tremblants. « Merci, dit-il, à peine capable de parler. » Elle se tourna vers la porte, ne s'arrêtant qu'une fois. « Quoi que vous fassiez ensuite, assurez-vous que ce soit en l'honneur de cet enfant. Les mensonges lui ont déjà trop pris. » Alors qu'elle sortait, le soleil perça les nuages et jeta une lueur chaude dans le couloir. Ses pas semblaient plus légers, non pas parce qu'elle était libérée du passé, mais parce qu'elle marchait enfin à nouveau dans la vérité. Et cette fois, elle n'avait pas besoin de regarder en arrière. Rick recommença à se manifester, mais jamais à la porte. Il partait sans frapper, juste de simples gestes d'attention. Des courses soigneusement déposées au portail. La clôture arrière cassée réparée. Un matin, un bouquet d'hibiscus blancs, les préférés de Darlene, se trouvait dans un bocal en verre sur son porche, sans étiquette mais indubitablement de sa part. Il ne dit rien. Il n'attendait rien. Chaque geste était silencieux, délibéré, et enraciné non pas dans la poursuite, mais dans la responsabilité. Sarah remarqua le rythme. « Il vient quand il fait encore nuit, » dit-elle, sirotant son thé un après-midi. « Il part avant que le soleil ne se lève complètement. » Darlene hocha simplement la tête, regardant par la fenêtre. Elle n'était pas prête à l'inviter à entrer, mais elle ne tressaillait plus à sa présence. Un jour, elle trouva une enveloppe épaisse sur son porche, non scellée, juste pliée soigneusement. À l'intérieur se trouvaient des pages, des feuilles blanches, sauf une glissée au milieu. Dessus, de son écriture, certains mots ne méritent pas d'être dits. Ils doivent se mériter en silence. Elle le relut 2 fois, puis le plaça dans son journal. Pourtant, elle n'appela pas. Elle ne répondit pas. Mais cette nuit-là, en passant devant leur ancienne rue, elle ralentit sa voiture. À travers les arbres, elle vit Rick tailler les rosiers seul, la sueur perlant sur son col, les mains sales. Il ne la remarqua pas. Cela, d'une certaine manière, le rendait plus réel.
Pas de comédie, pas d'invitation. Juste un homme prenant soin de ce qu'il avait autrefois détruit. Et pour la première fois depuis longtemps, Darlene s'autorisa à espérer, non pas la restauration, mais la possibilité de celle-ci. La pluie crépitait doucement contre le toit de la chambre d'amis de Sarah alors que Darlene se blottissait dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle ouvrit son journal pour y glisser une autre coupure de presse sur la disparition d'Ashley de la scène publique. Mais ce faisant, la page pliée que Rick avait écrite tomba sur ses genoux. Elle hésita, puis la déplia une fois de plus. Cette fois, quelque chose de nouveau était griffonné en bas à l'encre plus fraîche. Merci de m'avoir laissé t'aimer, même quand je ne savais pas comment. Son souffle se coupa. La vulnérabilité de ces quelques mots transperça plus profondément que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. Ils n'étaient pas écrits pour la reconquérir. Ils étaient un mémorial à un amour qu'il avait mal géré, mais qu'il chérissait toujours. Darlene ferma le journal et le pressa contre sa poitrine, les yeux fermés, murmurant pour elle-même, « Je n'ai jamais cessé de l'aimer. J'ai juste cessé de laisser cet amour me guider. » Sarah frappa légèrement avant d'entrer. « Ça va ?» demanda-t-elle. Darlene hocha lentement la tête. « Je crois. Je commence à me sentir à nouveau moi-même. Pas la version qu'il aimait, pas celle qui a survécu, mais celle qui décide. » Cette nuit-là, elle marcha jusqu'à leur ancienne maison sous une légère bruine. Elle n'entra pas. Elle resta juste devant le portail et regarda la lumière du porche qu'il laissait toujours allumé. Elle sourit légèrement, puis se tourna pour partir. Rick était sorti sans bruit, observant. Il ne l'appela pas. Il la regarda simplement partir avec un regard doux, presque révérencieux. Ce n'était pas un adieu. Ce n'était pas un retour. C'était l'espace entre les deux, sacré, sans hâte, et enfin sûr. Des semaines plus tard, dans un petit café-jardin non loin de l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Rick était assis nerveusement, un journal relié en cuir devant lui. Darlene arriva habillée simplement, sans maquillage, sans bijoux, juste présente. Il se leva à son approche, non pas pour impressionner, mais pour honorer. Ils commandèrent du thé et parlèrent de tout sauf de leur histoire. Livres, art, météo. Le rire vint prudemment, comme une nouvelle mélodie jouée sur un vieux piano. Finalement, Rick plongea la main dans son manteau et en sortit une feuille pliée. « J'ai écrit quelque chose, dit-il, la voix stable. Pas des vœux, pas des promesses, juste le contrat. Pas pour l'amour, pour l'honnêteté. » Darlene prit le papier et lut en silence. C'était manuscrit, décrivant non pas des obligations, mais des choix. Nous dirons la vérité avant le confort. Nous offrirons de l'espace, pas de la culpabilité. Nous protégerons la paix plus que la fierté. Elle sourit, les yeux brillants. Tu ne demandes pas à recommencer ? Il secoua la tête. Nous avons déjà commencé. Ici, c'est le choix. Elle sortit de son sac sa propre page, écrite des jours auparavant. Des mots similaires, des lignes différentes, mais le même esprit. Ils échangèrent les papiers, les signèrent tranquillement et les rangèrent. Pas de foule, pas d'applaudissements, juste de l'encre et de l'intention. Quand ils se levèrent pour partir, Rick n'attrapa pas sa main. C'est elle qui attrapa la sienne. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, cela ne ressemblait pas à du pardon. Cela ressemblait à des fondations. C'était un samedi tranquille lorsque Darlene s'assit sur le sol de la salle de bain, le test de grossesse reposant silencieusement sur le comptoir. Le résultat était déjà apparu. Positif. Elle n'avait pas pleuré, elle l'avait juste regardé fixement avec un cocktail complexe d'émerveillement, d'incrédulité et de joie prudente. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait son téléphone, puis s'arrêta. Elle n'était prête à appeler personne, pas même Sarah. Elle resta assise là, la main posée sur son ventre plat, murmurant, « Pas parce que nous te méritions, mais parce que nous avions besoin du rappel que l'amour peut repousser. » Cela ne ressemblait pas à de la peur. Cela ne ressemblait même pas à une vengeance contre la douleur de la fausse affirmation d'Ashley. C'était comme si quelque chose de sacré commençait, et cette fois, cela n'appartenait à personne d'autre qu'à elle et à l'enfant en elle. Plus tard dans la soirée, elle posa une petite boîte sur le pas de la porte de Rick. À l'intérieur se trouvait le test de grossesse enveloppé dans un tissu de soie, et à côté, une note écrite avec une précision calme. « Cette fois, tu n'auras pas à mériter cet enfant. Contente-toi de la protéger. » Rick trouva la boîte après être rentré d'un service de bénévolat.
Il l'ouvrit lentement, comme s'il avait peur que le moment ne s'évanouisse entre ses mains. Quand il lut la note, il n'acclama pas. Il n'appela pas. Il s'assit simplement sur le porche avec la boîte sur les genoux, les yeux remplis de larmes silencieuses. Après un long moment, il murmura dans le vide, « Merci de me donner une autre chance de bien faire les choses. » Il ne frappa pas à sa porte. Il savait que cet enfant n'était pas un cadeau pour sa performance, mais une récompense pour sa patience, et cela le rendait encore plus sacré. Il n'y eut pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de révélation d'échographie encadrée d'or, pas de mise à jour de statut excité. La nouvelle de la grossesse resta dans le cercle proche de Darlene. Sarah pleura quand elle l'apprit, enlaçant Darlene et murmurant « Elle va tout changer ». Rick aida à repeindre les murs de la chambre d'enfant en gris doux sans qu'on le lui demande. Il venait une fois par semaine, sans jamais s'imposer, tondant, réparant, laissant de la soupe chaude sur le porche. À l'intérieur de la chambre, Darlene plaça un unique fauteuil à bascule en bois près de la fenêtre. Elle s'y asseyait souvent aux petites heures du matin, posant une main sur son ventre et fredonnant des chansons que sa mère chantait. Chaque mouvement du bébé lui rappelait que la guérison ne consistait pas seulement à lâcher prise. Il s'agissait de s'accrocher à ceux qui avaient choisi de rester. Les visites chez le médecin étaient des moments privés d'immobilité sacrée. Rick fut invité à une. Il ne posa pas de questions. Il s'assit tranquillement à côté d'elle, regardant l'écran de l'échographie alors que le rythme cardiaque de leur fille remplissait la pièce. La technicienne sourit. « Elle est forte, dit-elle. » Darlene esquissa un petit sourire mais ne regarda pas Rick. Ensuite, alors qu'il se tenait sur le parking sous un ciel couvert, Rick dit enfin, « Je sais que je ne mérite pas d'être dans sa vie juste parce que je suis présent. » Darlene se tourna vers lui, les yeux fixes. « Ce n'est pas ce dont elle aura besoin de toi de toute façon. Elle aura besoin de constance, de protection, de patience. » Il hocha lentement la tête. « Alors je serai les trois. » Elle posa brièvement une main sur son épaule, non pas par romance mais par respect. « Nous ne réécrivons pas l'histoire. Nous construisons quelque chose de nouveau, couche par couche. » Et sur ce, ils se séparèrent une fois de plus, cette fois non pas en colère mais en accord tacite. Tard un soir, Darlene était assise seule dans la pénombre de son bureau, un stylo à la main, son journal ouvert. Mais cette lettre n'était pas pour Rick ou Sarah, ni même pour sa fille à naître. C'était à elle-même, la version qu'elle avait autrefois réduite au silence au nom de l'amour. Elle commença par une profonde inspiration, ses mains stables alors qu'elle écrivait « Chère Darlene, je suis désolée de ne pas être partie quand la douleur a murmuré pour la première fois. Je suis désolée d'avoir fait de ta valeur un projet que quelqu'un d'autre devait achever. Tu n'as jamais eu besoin d'être sauvée. Tu avais besoin qu'on se souvienne de toi. Et je me souviens de toi maintenant. » Ces mots se déversaient en encre comme la pluie tombant après une longue sécheresse. Pour une fois, il n'y avait pas d'amertume, seulement une libération. Elle termina la lettre par une dernière ligne. « Tu ne méritais pas la gifle, mais tu as mérité ta force. Tu n'as pas reconstruit pour lui, tu as reconstruit pour toi. » Elle plia la lettre et la glissa dans sa Bible, juste entre les psaumes et les proverbes. Puis elle se leva et se dirigea vers la chambre d'enfant. La pièce sentait la poudre pour bébé et l'huile de lavande. Elle pressa sa paume contre le bord du berceau et murmura, « Tu n'arrives pas dans un monde parfait, mon amour, mais tu arrives dans un monde qui est prêt. » Cette nuit-là, elle dormit plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Pas de cauchemar, pas d'écho de trahison. Seulement le doux battement d'une nouvelle vie sous ses côtes et l'assurance tranquille que cette fois, elle entrait dans la maternité, non pas à partir de la brisure, mais d'une intégrité enfin retrouvée. La chambre d'hôpital était calme mais vivante d'une lumière douce lorsque Darlene mit Sarah au monde. Le travail avait été long mais pas chaotique. Chaque respiration, chaque contraction ressemblait à un battement de tambour menant à quelque chose de sacré. Note, le texte original mentionne Zara comme étant à ses côtés, puis nomme le bébé Zara. Cela semble être une erreur dans le texte source. Je vais supposer que c'était Sarah qui était à ses côtés. Sarah était à ses côtés, murmurant des prières sous son souffle, lui tenant la main à travers chaque vague de douleur. Quand le cri du bébé retentit enfin, fort, aigu, sans complexe, les yeux de Darlene se remplirent, non pas du chagrin qu'elle avait porté à travers chaque trahison, mais d'émerveillement. « Son nom est Zara, dit-elle, essoufflée mais souriante. Cela signifie s'élever. » L'infirmière hocha doucement la tête, plaçant le bébé sur sa poitrine.
Elle est venue au monde comme si elle connaissait déjà le chemin. Darlene baissa les yeux vers sa fille, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en rythme avec le petit corps posé sur elle. Elle n'est pas venue de la brisure, murmura-t-elle. Elle est venue de l'abandon, d'un sol retourné et guéri. Rick attendait dehors, ne sachant pas s'il serait invité à entrer. Il était resté assis dans le couloir pendant des heures, sans faire les 100 pas, sans prier, juste immobile, sachant qu'il y a des portes qu'on ne force pas. Quand Sarah sortit enfin, elle ne parla pas tout de suite. Elle l'étudia un instant. « Elle te réclame, dit-elle enfin. » Rick se leva lentement, prudemment. Quand il entra dans la pièce, son cœur se serra à cette vue. Darlene soutenue dans son lit, Zara emmitouflée à côté d'elle. Il ne s'approcha pas avant que Darlene ne fasse un léger geste. « Elle te ressemble, dit-elle tranquillement. Des joues têtues, un regard intense. Rick sourit, les yeux humides. Je prends ça comme le signal de la protéger mieux que je n'ai protégé personne. Darlene hocha la tête. Tu n'auras rien à prouver. Reste juste assez immobile pour qu'elle ait confiance dans le silence que tu représentes. Ils s'approchèrent, effleurant doucement la petite main du bébé. Bienvenue dans un monde où je compte bien faire les choses cette fois, murmura-t-il. Zara enroula lentement ses doigts autour du sien. Pour la première fois depuis des années, Rick se sentit entier, non pas parce qu'il avait été pardonné, mais parce qu'il était devenu quelqu'un qui le pouvait. La transformation de Rick ne fut pas diffusée. Elle se déroula en marge, dans des choix quotidiens qui ne demandaient pas de reconnaissance. Il se levait tôt pour faire bouillir l'eau des bains aux herbes de Darlene, laissant la fiole près de sa chambre sans jamais frapper. Il remplissait le réfrigérateur, remplissait le générateur, plantait du basilic dans le jardin parce qu'il se souvenait qu'elle avait dit un jour que son odeur la calmait. Quand Darlene recommença à marcher dans le jardin avec Zara nichée dans son écharpe, il restait proche mais ne la couvait jamais. Elle dort moins profondément maintenant, mentionna-t-elle une fois nonchalamment. Le lendemain soir, Rick arriva avec des rideaux occultants, les installa lui-même pendant qu'elle prenait son bain. Il ne dit rien, ne laissa pas de mots. Et quand Zara commença enfin à faire ses nuits, Darlene se réveilla dans le silence, non pas à cause de l'inquiétude, mais à cause de la paix. Il tenait sa fille tous les matins au lever du soleil avant le travail, sans jamais prendre de photos ni télécharger de légendes. Il n'avait pas besoin que le monde voie ce qu'il construisait maintenant, il avait seulement besoin qu'elle le ressente. Quand il la tenait et murmurait des prières contre son crâne, des prières qu'on ne lui avait jamais apprises mais qu'il inventait à partir de remords, d'espoir et de vénération, Zara agrippait son doigt et soupirait. « Tu te débrouilles bien », lui dit Sarah. Note, le texte original dit Zara, une erreur évidente une fois, regardant depuis la fenêtre de la cuisine. Rick ne sourit pas au compliment. Il répondit seulement, « Il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit de rester constant. » Un soir particulier, alors que Zara dormait sur sa poitrine et que Darlene était allongée en face de lui sur le canapé, les yeux fermés mais éveillés, il murmura, « Elle ne sait même pas qui j'étais avant elle, et si Dieu le veut, elle ne le saura jamais. » Darlene ne répondit pas, mais dans le silence elle sourit, non pas parce qu'elle avait oublié le passé, mais parce qu'elle voyait enfin l'homme que celui-ci avait sculpté. Elle arriva dans la boîte aux lettres sans adresse d'expéditeur, une enveloppe ordinaire, remarquable seulement par l'écriture. Darlene la reconnut immédiatement. Elle l'ouvrit dans la cuisine, assise à table avec Zara gazouillant dans son transat à proximité. À l'intérieur se trouvait un unique croquis au fusain, une femme tenant un bébé, son expression féroce mais douce, ses bras courbés comme des boucliers. Ce n'était pas signé, mais en bas se trouvaient 4 mots écrits au crayon, « J'ai regardé, j'ai appris ». Darlene regarda le dessin, ne sachant pas quelle émotion convoquer. Ce n'étaient pas des excuses, ce n'était même pas une demande. C'était, peut-être, la première et unique parcelle de vérité qu'Ashley lui ait jamais envoyée. Sarah note, le texte original dit Zara entra et vit le croquis. Elle a envoyé ça. Darlene hocha lentement la tête. C'est peut-être sa façon de dire qu'elle n'essaiera pas de revenir. Il n'y avait aucune menace cachée dans le message, aucune tentative tordue de forcer le contact, juste une offrande silencieuse de clôture. Darlene glissa le dessin dans un dossier marqué « Lettre non envoyée » et le rangea dans un tiroir qu'elle ouvrait rarement. Tout n'a pas besoin d'une réponse, se murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle s'assit près du berceau de Zara et lui raconta une histoire, non pas sur la trahison ou la douleur, mais sur l'art, sur le feu, sur le fait de trouver le courage d'arrêter de saigner pour des gens qui ne demandaient jamais à quel point la blessure était profonde. Il y aura des gens qui essaieront de te définir par les cendres dont tu t'es relevé,
murmura-t-elle alors que les paupières de Zara se fermaient, mais tu porteras ton nom venu du ciel, pas de la fumée. Dehors, le vent chuchotait contre les fenêtres comme un rappel silencieux que les tempêtes passent, et quand elles le font, tout ce qui compte, c'est qui vous êtes devenu pendant ce temps. La galerie était modeste, nichée dans un couloir ensoleillé du centre-ville avec des murs blancs et un jazz doux qui flottait dans l'air. L'invitation avait été envoyée discrètement, sans liste d'invités célèbres ni communiqué de presse, juste une simple carte qui disait « J'ai attrapé sa main en plein vol », une exposition solo de Darlene Ouhusu. À l'intérieur, la pièce était feutrée, le genre d'immobilité révérencieuse réservé aux lieux de culte. Chaque pièce racontait une partie différente de l'histoire de Darlene sans dire un seul nom. Une peinture montrait une paire de mains figées en plein mouvement, l'une levée prête à frapper, l'autre interceptant avec une force calme. Le coup de pinceau autour des doigts était déchiqueté et audacieux, mais la couleur derrière eux était stable, un or moutarde, vibrant et imperturbable. Celle-là arrêtait les gens nets. Un enfant la regarda fixement et murmura « Elle sauve quelqu'un ». Sa mère répondit « Elle se sauve elle-même ». Rick arriva 1 heure après l'ouverture des portes, habillé simplement, se tenant tranquillement près du fond. Il ne fit aucune tentative pour l'approcher. Au lieu de cela, il s'arrêta devant une grande toile près du centre. Une femme sans visage marchant sur un pont fait entièrement de verre brisé, pourtant ses pieds ne saignaient plus. Au-dessus d'elle, le ciel était fissuré mais bleu. Il déglutit difficilement et cligna des yeux 2 fois, essuyant silencieusement le coin de son œil. Sarah marcha à côté de lui et murmura « Elle a peint sa guérison. » Chaque coupure. De l'autre côté de la pièce, Darlene se tenait près d'une sculpture intitulée « La pause entre nous ». 2 figures de pierre assises à quelques centimètres l'une de l'autre, le dos tourné, mais leurs doigts se touchant presque derrière elle. Lorsqu'un journaliste s'approcha pour lui demander pourquoi elle avait choisi le titre de son exposition, Darlene répondit doucement « Parce que je n'ai plus honte du temps qu'il m'a fallu pour arrêter de m'effacer pour les autres. J'ai attrapé sa main en plein vol et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu qui j'étais. » Le journaliste se tut, le nota et s'éloigna. Darlene se retourna vers la pièce. Ce n'était pas seulement son art, c'était sa voix gravée, peinte et enfin inébranlable. 1 mois plus tard, Darlene se tenait devant un modeste auditorium rempli de femmes, jeunes, vieilles, professionnelles d'âge moyen, artistes et survivantes. L'événement avait été annoncé comme une retraite de bien-être, mais lorsque la nouvelle s'est répandue que Darlene Ouhusu parlerait, les inscriptions se sont remplies en 2 jours. La salle dégageait une révérence tranquille, le genre de respect mérité par quelqu'un qui n'a pas seulement survécu, mais qui a refusé de laisser la douleur devenir sa personnalité. Darlene monta à la tribune, vêtue d'une blouse blanche fluide et d'un pantalon large en lin, les cheveux en couronne tressée. Elle jeta un coup d'œil à ses notes, mais ne les ouvrit pas. Au lieu de cela, elle regarda la mère de visage et dit « Je ne suis pas ici en tant qu'experte. Je suis ici en tant que femme qui a oublié sa voix une fois et l'a retrouvée dans l'écho de son propre silence. » Il n'y eut pas de diapositive flashy, pas de confession larmoyante, juste des vérités dites lentement et régulièrement. La guérison n'est pas linéaire, continua-t-elle, et elle ne vous doit pas la beauté. Parfois elle vous donne du cran, parfois de la grâce, mais elle vous donne toujours un choix, s'effacer pour survivre ou s'étendre pour devenir. Des femmes essuyaient leurs larmes pendant qu'elle parlait. Certaines hochaient la tête. D'autres serraient simplement leurs journaux plus fort. Elle ne mentionna pas Rick. Elle n'en avait pas besoin. Il s'agissait d'elle, de son ascension, de sa voix. Au moment où j'ai cessé d'attendre d'être aimé de la bonne manière, j'ai commencé à construire une vie qui ne s'effondrait pas quand quelqu'un partait. Une femme se leva et demanda « Et si on est encore dans la tempête ?» Darlene marqua une pause, s'avança vers le bord de la Seine et répondit « Alors ancrez-vous, et quand elle passera, vous saurez que vous ne vous êtes pas lâché. » Les applaudissements furent assourdissants, mais révérencieux. Plus tard, une jeune artiste lui tendit un mot plié qui disait simplement « Vous avez peint ce que j'essaie de dire depuis des années. Merci de l'avoir dit. » Darlene le plia tranquillement, le glissa dans son sac et s'éloigna sans un mot, car parfois l'œuvre suffit. C'était un lent dimanche après-midi, un de ces rares moments où rien n'était prévu, et la maison sentait la cannelle et le linge frais. Les fenêtres étaient entr'ouvertes, laissant entrer une brise qui transportait l'odeur de la pluie voisine. Darlene était assise sur le tapis dans un t-shirt ample et des leggings, Zara jouant près d'elle avec des blocs souples. Rick était dans la cuisine, fredonnant sous son souffle alors qu'il lavait les biberons. L'air entre eux était devenu naturel, toujours prudent, mais plus tendu. Darlene sirota son thé,
regardant sa fille appuyer une main contre la table basse et tenter de garder l'équilibre. Elle essaie encore, aplatait-elle doucement. Rick jeta un coup d'œil depuis l'encadrement de la porte. Elle s'en rapproche chaque jour. Et puis, sans un bruit, Zara lâcha prise. Un pas, puis deux. Les bras tendus, les yeux grands ouverts, elle trébucha en avant, chancelante mais déterminée. Darlene halta, laissant tomber sa tasse et la rattrapant à mi-chute. Elle l'a fait, rit-elle, essoufflée et rayonnante. Rick arriva en courant, s'agenouillant à côté d'elle. Est-ce qu'on vient d'eux? Darlene hocha la tête, on vient de la voir marcher. Zara applaudit, inconsciente de l'importance, juste ravie par le son. Rick embrassa doucement ses boucles et murmura, le premier de beaucoup, petite. Darlene ne dit rien immédiatement. Elle serra Zara contre elle, et pendant un long moment, ils restèrent assis là tous les trois, sans téléphone, sans vidéo, sans projet, juste présents. Plus tard dans la nuit, après avoir couché Zara, Rick regarda Darlene de l'autre côté de la table à manger. Aujourd'hui, j'ai senti que quelque chose avait changé, dit-il. Darlene rencontra son regard. C'est le cas, mais pas grâce à nous, grâce à elle. Elle se leva et se dirigea une fois de plus vers la chambre d'enfant, le laissant dans la réalisation silencieuse que certains pas n'appartiennent pas seulement au bébé. Certains sont faits par toute la famille qui réapprend à avancer. C'était un vendredi après-midi tranquille lorsque Darlene se tint devant son miroir, tenant la bague que Rick lui avait donnée au tout premier jour de leur second commencement. Pendant longtemps, elle avait vécu dans son tiroir, reposant non pas comme un rejet, mais comme un rappel que l'amour ne pouvait être ni forcé ni précipité. Elle traça son design simple, ne voyant plus un symbole de trahison passée, mais l'endurance qui en avait découlé. Sur la table de nuit voisine se trouvait le raccord de promesses mutuelles signé, maintenant légèrement froissé par le temps et la manipulation. Zara faisait la sieste dans l'autre pièce, et pour la première fois depuis des mois, la maison était suffisamment immobile pour la clarté. Elle glissa la bague à son doigt gauche, non pas en cérémonie, mais par décision. Il ne s'agissait pas d'appartenir à quelqu'un, il s'agissait de choisir à nouveau quelqu'un après que tout avait été mis à nu et reconstruit brique par brique. Ce soir-là, Rick revint du marché tenant un bouquet de romarin frais et de citron. Il entra dans la cuisine en fredonnant, le genre de joie sans méfiance qui ne venait que lorsque la paix était vraiment revenue. Il posa le panier et se tourna pour la voir debout dans l'arche, les bras croisés, la bague brillant subtilement sous la lumière du couloir. Son souffle se coupa. « Tu la portes » dit-il doucement, la voix empreinte d'incrédulité. Darlene hocha la tête, puis marcha vers lui d'un pas assuré. « Pas parce que tu l'as demandé, » répondit-elle, « mais parce que tu ne l'as jamais fait. » Il déglutit difficilement, ne sachant pas si ses larmes allaient le trahir. Elle sourit, effleurant sa mâchoire de ses doigts. « Cela n'efface pas le passé, Rick, mais cela honore l'avenir que nous avons décidé de cultiver malgré lui. » Il prit doucement ses mains, embrassa ses paumes et murmura, « Je n'oublierai jamais ce qu'il t'en a coûté pour en arriver là. Je protégerai cet endroit, cette version de nous, avec tout ce que j'ai. » Ils ne s'étreignirent pas comme des amants se précipitant pour rattraper le temps perdu. Ils se tenaient comme deux architectes, enfin capables de regarder ce qu'ils avaient reconstruit et de voir que cela pouvait en effet tenir debout. Un an plus tard, Darlene était assise dans le jardin, son sanctuaire, regardant Zara jouer pieds nus sur l'herbe douce. Le soleil commençait à décliner, jetant une brume dorée sur la terre. Des papillons dérivaient paresseusement à travers les soucis qu'elle avait plantés à partir de graines, leurs ailes délicates vacillant dans la brise. Rick était à proximité, installant une petite balançoire en bois à l'ombre du jacaranda. Son visage était hâlé, sa chemise humide de sueur, mais son expression paisible. Darlene sourit en sirotant un verre de zobo bissap, son journal reposant ouvert sur ses genoux. Elle n'y avait pas écrit depuis des semaines, non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle avait enfin appris à vivre sans documenter chaque douleur. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle s'agita, le besoin de clore une histoire qu'elle avait cru la définirait à jamais. Elle prit son stylo et écrivit lentement, chaque lettre étant une déclaration silencieuse de survie et de souveraineté. Elle a levé la main. Je l'ai attrapé. Et ce fut la dernière fois que j'ai vécu dans l'ombre de quelqu'un. Ma place n'est pas dans la survie, elle est dans la victoire. Elle fit une pause, puis ferma le journal pour de bon. Ce n'était pas que son histoire était terminée, elle avait simplement atteint un endroit où elle n'avait plus besoin d'être réécrite. Rick s'approcha avec Zara dans ses bras, ses joues barbouillées de terre et de joie. Elle veut te montrer l'insecte qu'elle a trouvé,
dit-il en souriant. Darlène rit et tendit les bras vers sa fille. Seulement s'il n'est pas vivant, avertit-elle en plaisantant. Ils s'assirent tous les trois ensemble alors que le soleil glissait derrière les arbres, enveloppés non pas dans la perfection, mais dans la vérité. Et dans cette vérité, Darlène avait trouvé quelque chose de plus puissant que la vengeance ou la restauration. Elle avait trouvé une paix qui ne dépendait de l'excuse de personne d'autre. Seulement sa propre acceptation qu'elle avait traversé le feu, non pas pour devenir cendre, mais pour se souvenir qu'elle avait toujours été la flamme. Voici le verset biblique, Ésaïe 61, verset 7, « Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion, et au lieu de l'ignominie, ils se réjouiront de leur part, c'est pourquoi, dans leur pays, ils posséderont le double, et ils auront une joie éternelle. » Ce verset reflète magnifiquement comment Darlène, après avoir enduré la trahison et l'humiliation, n'a pas seulement survécu, elle a été restaurée avec une paix, un but et une joie qui dépassaient de loin ceux qui avaient été perdus. Morale de l'histoire, la vie peut apporter la trahison et l'injustice, mais lorsque vous choisissez la sagesse plutôt que la colère et la guérison plutôt que la haine, même ce qui était censé vous briser peut donner naissance à quelque chose de beau. L'histoire de Darlène enseigne que le pouvoir ne réside pas dans la force de nos représailles, mais dans la patience avec laquelle nous reprenons notre voie et notre but. Vous n'avez pas besoin de vous battre comme vos ennemis pour gagner. Parfois, votre silence, votre croissance et votre paix sont les victoires les plus éclatantes de toutes. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un « j'aime ». N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.